Déjà, la sécurité et la sûreté, c'est deux choses différentes. La sécurité, ça va être tout ce qui est risque incendie, gaz, électrique, risque de chute, risque de noyade, tout ce qui est lié également à l'environnement du logement. Donc d'un côté, on vous dit oui, vous êtes responsable, mais de l'autre côté, on ne va pas vous dire voilà comment mettre en place des garde-fous pour limiter les incidents. Et malheureusement, l'Alsace a été frappée par plusieurs drames avec des incendies dans des meublés de tourisme. Et c'est vrai que là, on a été amené à réfléchir. Donc ça, en fait, si on n'avait pas fait passer le Secure Score, on n'aurait pas eu l'information, on ne l'avait pas avant ce moment-là. Et effectivement, c'est un logement dans lequel on a demandé au propriétaire de faire un certain nombre de travaux de manière à isoler cette amiante et qu'elle ne soit plus un risque pour les voyageurs. Une majorité des acteurs de la profession montrent le bon exemple, travaillent ensemble et avancent ensemble pour essayer de contrer cette guerre anti-Airbnb. Salut les conciergeries, on se retrouve aujourd'hui pour ce talk show conciergerie de rêve avec, comme d'habitude, des invités de marque. Et aujourd'hui, on va recevoir Marie Mougin qui va, comme d'habitude, se présenter dans la suite de ce podcast. Alors, on va parler d'un sujet qu'on aborde très peu souvent dans le monde de la location saisonnière. Mais finalement, on n'en parle que lorsqu'il est trop tard. On va parler de sécurité de logement. Alors, Marie, justement, est consultante pour Secure Score, qui est un label qui est dédié à la sécurité des biens en location courte durée. Donc, on va parler risque électrique, gaz, incendie, assurance, bref, des sujets pas super glamour, mais qui sont essentiels pour l'activité. Merci Marie, à toi d'être avec nous et on est heureux de te recevoir. Merci pour l'invitation, c'est gentil de m'accueillir. Ben écoute, c'est réciproque. On va parler d'un sujet du coup qui te tient à cœur du coup, puisque comme je le disais, tu es donc consultante chez Secure Score, qui travaille à un petit peu labelliser et sécuriser finalement les logements qui sont mis en location courte durée. Avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu peux déjà commencer par nous expliquer un petit peu ton parcours à toi, comment tu es arrivé dans le monde de la location courte durée, puis finalement comment tu arrives à être consultante chez Secure Score? Oui, bien sûr. Du coup, moi, j'ai eu un parcours plutôt tourné vers l'hôtellerie. Donc, j'ai fait un BTS en hôtellerie-restauration. J'ai commencé ma carrière dans un hôtel haut de gamme de la région alsacienne. Et après avoir gravi les différents échelons, j'ai été débauchée par une société qui gérait des meublés de tourisme sur l'Alsace, qui avait justement besoin de cette expertise en hôtellerie pour compléter son équipe, parce qu'effectivement, le travail en location meublée de tourisme est un mix en fait entre l'hôtellerie et l'immobilier. Donc, c'est vraiment important d'avoir les deux connaissances. Donc, moi, je suis venue avec ce côté expérience en termes de partie réception et étage, housekeeping, pour justement améliorer le service proposé aux voyageurs. Et au fur et à mesure du temps, des années, donc là, ça va bientôt faire 8 ans que je suis donc chez Cotoon, qui est basé sur toute l'Alsace. On s'est malheureusement rendu compte que sur le marché, il y avait un peu de tout en termes de logement. Ça veut dire qu'il y a ce que nous, on voit, des logements qu'on peut refuser à la signature parce que nous considérons que ces logements ne sont pas aptes à être mis en location. Et après, il y a tout ce qu'on ne voit pas, qui sont mis en location directement par les propriétaires. Et malheureusement, l'Alsace a été frappée par plusieurs drames avec des incendies dans des meublés de tourisme. Et c'est vrai que là, on a été amené à réfléchir. Et dans cette réflexion, on s'est rendu compte qu'en fait, il existait pas vraiment de réglementation. On est sur une petite zone grise et on voulait pouvoir donner des clés aux propriétaires, aux gestionnaires et aux voyageurs. Et du coup, est née l'idée de Secure Score, donc le label qui évalue le niveau de sécurité des meublés de tourisme. D'accord. Et je reviens juste sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans le monde de la location courte durée? Parce que, comme tu l'as dit, c'est un peu hybride entre deux métiers. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Parce qu'évidemment, il y a la partie hospitalité accueil que tu connaissais déjà. Qu'est-ce qui t'a attiré spécialement?
Alors, moi, c'était au niveau de l'évolution, ça m'a permis d'augmenter mes compétences avec une vision un peu plus large, notamment parce que je m'occupe vraiment de la partie, on va dire, purement administrative. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais chef de brigade, assistante chef de réception. J'avais pas trop de possibilités d'évolution dans l'hôtel où j'étais et j'étais dans un hôtel de groupe. Donc, on avait aussi des barrières, des freins. Le fait de travailler pour un groupe, on avait moins de marge de manœuvre. Beaucoup de choses étaient décidées au siège. Donc, c'est vrai que d'avoir cette proposition à la fois d'évolution en termes de compétences, mais également en termes de travail pour un indépendant, ça m'a apporté effectivement un attrait qui était vraiment, vraiment complet. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant, je trouve, effectivement, d'avoir des profils hôteliers dans le monde de la location courte durée, parce que comme tu l'as dit, c'est hybride et on a besoin de ces compétences-là. Et c'est effectivement très recherché. Moi aussi, c'est vrai que j'aime bien avoir ce type de profil dans mes équipes. Après, moi, ok. de mon côté, j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai choisi, en fait, en hôtellerie, il y a différents diplômes. Et moi, j'avais choisi le BTS gestion et mercatique. Et effectivement, toutes mes connaissances que j'ai acquises durant mon BTS sur la partie gestion est très utile dans une agence immobilière avec une carte G parce que ça permet de dialoguer avec la comptabilité, avec les différents organismes de contrôle et comprendre ce qu'on fait et comment bien le faire. Et c'est vrai que ces bases de gestion qui, en hôtellerie pure, en travaillant dans une réception, ne m'étaient pas utiles au quotidien, ont été un vrai plus au moment de mon arrivée en gestion de location meublée de tourisme. Ok, ça marche. Très bien. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que on aurait besoin de comprendre un petit peu ce qu'est Secure Score. Et du coup, on va passer sur la première séquence de ce talk, qui est donc le pitch. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent cette séquence, le pitch, ça va être en 2 minutes maximum, pitcher donc Secure Score pour qu'on puisse comprendre un petit peu les enjeux et puis qu'est-ce que va résoudre Secure Score. Je te dis pas qu'il y a le chronomètre qui part, mais on se fixe à peu près 2 minutes maximum. Ça marche? C'est noté, je vais essayer de rentrer dans le timing objectif de la session. Alors en fait, Secure Score, donc c'est un jeune label, on est une jeune start-up française, on a un peu moins de 2 ans, qui du coup a pour idée d'évaluer le niveau de sécurité des meublés de tourisme. Donc, l'idée, déjà, la sécurité, la sûreté, c'est 2 choses différentes. La sécurité, ça va être tout ce qui est risque incendie, gaz, électrique, risque de chute, risque de noyade, tout ce qui est lié également à l'environnement du logement. Donc, nous, on est sous 2 formes. L'auto-évaluation, donc ça va permettre à chacun de faire un premier diagnostic du logement, qu'on soit propriétaire ou gestionnaire de meublés. Et ensuite, il y a la version certifiée. Là, c'est un professionnel qui passe et qui garantit le résultat, avec une note dans les 2 cas qui va aller de A à E. Donc, on est un peu comme le Nutri-Score, mais pour la sécurité des meublés de tourisme, étant donné qu'actuellement, il n'y a pas de normes spécifiques pour tous les meublés en dessous de 16 personnes, donc tout ce qui n'est pas en ERP. Donc, le but du label, c'est de savoir, vous, en tant que gestionnaire, quel logement vous avez dans votre parc. En tant que propriétaire, prémunir au maximum des différents risques et rassurer le voyageur. Ouais, tout à fait. Je pense que, en plus, tu touches un point, moi, à titre personnel, qui est important. Je dis toujours, et c'est vrai que je le conseille aussi à certaines conciergeries, de viser des biens qui sont plutôt à grande capacité. En tout cas, quand je dis grande capacité, c'est-à-dire aller du 6-8 personnes minimum. Mais c'est vrai qu'on dépasse très rarement les 15. Moi, j'ai pas de bien d'ailleurs, on dépasse les 15. Mais tu vois, on est effectivement dans cette zone où on est en dessous des 15, donc on n'est pas dans la réglementation. Et pourtant, on sent bien qu'il y a quand même un certain nombre de personnes dans le logement qui font que cet aspect sécurité, c'est important. Alors justement, c'est un peu, si je dis que c'est une zone grise, est-ce que tu es OK ou est-ce que pour toi, c'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation du tout? Pour moi, c'est un peu. On peut utiliser le terme de zone grise, étant donné que s'il y a un incident, vous êtes responsable, mais en même temps,
il n'y a pas de normes, comme il pourrait y avoir en ERP ou en hôtel, qui vous dit exactement quoi faire. Donc, d'un côté, on vous dit, oui, vous êtes responsable, mais de l'autre côté, on ne va pas vous dire, voilà comment mettre en place des garde-fous pour limiter les incidents. Ouais, du coup, ouais, oui, du coup, ça fait un truc un peu bizarre où, comme je dis toujours, il y a un peu le bâton, il n'y a pas la carotte. Enfin, c'est un truc un peu, il manque une partie, quoi. Ouais, en effet. Alors, qu'est-ce que, de quel risque on parle globalement? Alors, tu parlais tout à l'heure risque électrique, alors tu parlais de sûreté du coup, risque électrique, risque de chute, etc. Qu'est-ce que Secure Score va couvrir comme type de risque? En tout cas, qu'est-ce qu'il cherche à prévenir en fait comme danger? Alors, on va juste revenir sur le terme sécurité-sûreté, qui est régulièrement confondu. Généralement, le parfait exemple, c'est la SNCF avec la sûreté, donc qui sont les agents qui sont sur le terrain pour assurer du coup tout ce qui est risque de vol, de dégradation, d'agression. La sécurité, ça va être les équipes qui vont être sur le terrain et qui vont s'occuper de l'entretien des caténaires, des rails. Donc en fait, nous, on va s'occuper de la sécurité, donc tout ce qui est risque incendie gaz, par exemple. La sûreté, ça va être tout ce qui est risque de vol, notamment de dégradation. Ça, c'est un autre problème, mais je pense que c'est important de faire la séparation entre les deux parce que c'est régulièrement confondu. Ouais. Ok, ouais, du coup, c'est ok, donc c'est plus clair. Et donc, Secure Score va travailler sur la partie sécurité. Du coup. Exactement. Exactement. L'idée, en fait, c'est de réduire au maximum les risques, l'origine des risques. Le risque zéro n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous aurez un Secure Score avec une lettre A que vous n'aurez pas de risque d'incendie. Il reste la part humaine dans tous les cas. Donc, même si au maximum vous essayez de prévenir, vous ne pouvez pas toujours guérir, comme dirait l'expression. Donc, l'idée, c'est déjà d'identifier ce que vous, en tant que propriétaire ou gestionnaire, vous êtes capable de maîtriser. Donc, ça va être l'état de votre installation électrique, par exemple, l'état de l'installation gaz, les entretiens, les normes, parce qu'il existe des normes notamment pour la sécurité des piscines, pour tout ce qui est rambarde d'escalier, de mezzanine, les rambardes de terrasse. Voilà, il y a des choses qui existent, qui ne sont pas spécifiques au meublé de tourisme, mais qui en même temps ne demandent pas de contrôle derrière. On est dans un secteur où vous allez avoir des professionnels ou des particuliers qui vont faire appel à des entreprises pour refaire et remettre en état leur logement. Et à côté de ça, vous allez avoir des personnes qui ont des compétences, je ne le renie pas, qui vont vouloir rénover elles-mêmes, mais qui malheureusement, en voulant faire joli, ne vont pas obligatoirement faire bien. On voit des appartements où les mezzanines, par exemple, les rambardes ont été faits par les propriétaires avec du bois fauté ou de la récup. C'est très joli. Malheureusement, en termes de sécurité, il y a des normes qui existent justement en termes d'espacement entre les barreaux pour la sécurité des enfants en bas âge notamment, mais également en termes de capacité de retenue de poids, de pression pour éviter les chutes. Et ces équipements-là ne les ont pas. Mais en même temps, vous n'avez pas de loi qui vous dit vous devez impérativement mettre quelque chose qui a la norme NF X derrière. Mais par contre, effectivement, s'il y a un accident, les assurances vont faire une enquête, ils vont se rendre compte que vous n'aviez pas mis, mettons, la couverture de piscine avec la bonne norme ou la barrière de mezzanine avec la bonne norme, et là, effectivement, vous devenez responsable. Ouais, tout à fait. On reviendra après sur des exemples, en effet, de cas que tu aurais en tête. Ça veut dire aujourd'hui, là, tous ces risques-là, je vais prendre le risque de chute dans l'escalier parce qu'il me semble que c'est le truc le plus fréquent dans les logements. Le risque de l'escalier, donc si un voyageur aujourd'hui fait une chute dans un escalier, alors qui est responsable, comment c'est jugé, parce que les escaliers, il y en a quand même partout, quoi. Enfin, tu vois, ça me paraît quand même un truc assez compliqué à cadrer, quoi. En fait, l'escalier, il n'y a pas de norme qui va vous dire on vous impose de mettre une barrière en haut et en bas. Par contre, si
la personne chute et en essayant de se rattraper, la rambarde va céder, par exemple, ou si la personne est sur une mezzanine, s'appuie contre la rambarde et chute, les assurances vont rentrer en jeu parce qu'il y a des dommages corporels, entre autres. L'assurance va envoyer un expert. L'expert va se rendre compte que la rambarde qui aurait dû sécuriser, donc pour permettre par exemple, de soutenir lors d'une chute ou lors de la pluie sur la mezzanine, n'était pas aux normes et le propriétaire devient responsable. Donc c'est pour ça que je parlais de zone grise, c'est que en soi, on ne va pas vous dire c'est pas comme les hôtels où on va vous dire pour ouvrir votre logement, la commission de sécurité doit passer et voici la liste des éléments à respecter. Là, c'est un peu le cas inverse. C'est dans le cas d'un accident, si effectivement il y a expertise et qu'on se rend compte qu'il y a un défaut du propriétaire, le propriétaire devient responsable. D'accord, d'accord. Et alors, du coup, en effet, quelle responsabilité pour les conciergeries, du coup? Parce qu'en effet, on est partenaire du propriétaire. Avec la nouvelle loi Le Meur, on est de plus en plus impliqué dans la responsabilité que peut avoir le propriétaire vis-à-vis du bien. Donc aujourd'hui, qui est responsable de quoi? Enfin, les conciergeries, comment sont-elles impliquées là-dedans? Alors, dans le cas de la loi Le Meur, en fait, les deux sont responsables quasiment à la même hauteur. Ça veut dire que si, par exemple, en tant que professionnel, vous avez un bien que vous gérez, qui a, par exemple, une chaudière gaz, que vous ne vous assurez pas chaque année que l'entretien de la chaudière a bien été fait, vous êtes responsable autant que le propriétaire qui ne l'a pas faite. Parce que vous avez cette obligation de vous assurer du respect des lois. Alors, effectivement, pour le cas alors, c'est la chaudière gaz, mais ça va être également la chaudière fuel, hein, par exemple. Vous avez un entretien annuel qui est obligatoire normalement par les locataires. Si ce n'est pas le locataire, c'est le propriétaire. Donc, dans le cas d'un meublé de tourisme, c'est le propriétaire. Si cet entretien n'est pas fait et qu'il y a derrière un incident, la conciergerie, l'agence immobilière surtout, va être responsable. On va faire attention avec le terme conciergerie parce que ça dépend aussi si elle a la carte G ou pas. Parce que du coup, si c'est un autre sujet, mais du coup, le terme est un peu litigieux, donc on va appeler le gestionnaire pour éviter les quiproquos. D'accord, d'accord. Mais ça va être intéressant, du coup, s'il y a une différence entre ça, enfin, entre ces deux statuts, si je peux dire. Ouais, ça veut dire qu'il y a effectivement une différence qui est notable entre les deux, j'imagine. On va certainement y revenir aussi. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que les gestionnaires, donc, ils sont peu conscients? Enfin, tu vois, moi, j'ai découvert le sujet qu'on aborde aujourd'hui, justement, en prenant contact avec toi. J'ai plutôt le sentiment qu'on est assez peu formés et informés sur le sujet. Est-ce que tu partages? Est-ce que tu penses que les agents immobiliers sont mieux formés que nous, par exemple, que des conciergeries qui n'auraient pas de carte G? Alors, les agents immobiliers qui font de la location classique ont une connaissance notamment en termes de lecture des diagnostics. Ça, c'est effectivement une connaissance, mais que chacun peut avoir en prenant le temps de s'informer. Mais effectivement, il est vrai qu'en termes de location meublée de tourisme, il y a un grand manque d'informations et de mise à disposition des connaissances. Vous n'allez pas retrouver de recommandations. Étant donné qu'il n'y a pas d'obligation, c'est une lecture entre les lignes, on revient dans cette zone grise. Un agent immobilier qui fait de la gestion locative classique va demander la liste des DPE. En fonction des résultats des DPE, il va pouvoir, oui ou non, mettre en location ce bien pour de la location classique. Ouais. Ce même agent immobilier, pour une location meublée de tourisme, n'est pas en obligation de demander les mêmes DPE, les mêmes diagnostics. Il est obligé de demander uniquement le DPE, donc qui est la partie énergétique. Potentiellement, un propriétaire, s'il le voulait, pourrait ne pas lui fournir les diagnostics, vu que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas demandé, et pourrait mettre en location meublée un logement, par exemple, qui a de l'amiante ou du plomb, qui, sur le marché de la location classique, serait interdit en fonction du niveau de défaut. Ouais, d'accord.
D'accord, d'accord. Ouais, donc ça veut dire que il y a déjà, en tout cas aujourd'hui, un petit écart de réglementation, si on l'a bien compris, probablement de comportement aussi entre des agents immobiliers qui font ça dans la location plus traditionnelle et la location saisonnière. On sent qu'il y a un écart. Qu'est-ce qui explique, d'après toi, cet écart? Parce que c'est quand même, quand on le dit, ça peut être assez surprenant du coup là. Alors, en fait, on est sur, du coup, quelque chose qui, si j'utilise le terme de nouveau, peut paraître un peu étonnant, mais on est sur une filière qui a 10-15 ans réellement. Effectivement, Gîte de France a un certain nombre d'années, mais c'était le gîte qu'on louait à côté, une partie de la maison. La gestion vraiment et le développement du meublé de tourisme s'est fait avec l'arrivée de Airbnb notamment, et après le développement effectivement des plateformes Abritel, Booking, et on va dire que ça a 10 à 15 ans réellement de positionnement en termes d'investissement et de professionnalisation de la filière. Et on s'est engouffré dans un entre-deux, comme on le disait au début de la conversation, qui est entre l'hôtellerie et l'immobilier. Du coup, il n'y a pas vraiment de règles. Chacun essaie de le faire un peu à sa manière. Donc, il y en a qui vont être plus exigeants que d'autres. Il y en a qui vont se permettre effectivement d'être un peu moins précis ou un peu moins regardants sur les biens. Beaucoup de professionnels vous le diront, quand ils récupèrent des fois, soit lors des rachats de conciergerie, soit lors de fermetures et qu'ils récupèrent des biens de certains concurrents, vous allez avoir des agences qui vont refuser des biens parce que selon elles, ces biens ne respectent pas un minimum. Donc, vous avez des biens, par exemple, qui ne vont pas être, en termes de salubrité, ne vont pas respecter la loi sur l'habitation. Et à côté de ça, vous avez d'autres qui les acceptent quand même. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment de tout. Après, c'est comme dans tout, hein. Vous allez dans des hôtels, vous avez des hôtels qui sont parfaits ou qui font très bien les choses et qui font leur maximum, et vous en avez d'autres où vous vous demandez comment c'est possible d'être encore ouvert. Ben là, c'est la même chose. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Du coup, ça veut dire que les gestionnaires, je vais le prendre au sens large, du coup, les gestionnaires ont un rôle à jouer sur la qualité du parc qui est mis en location courte durée, du coup. Il y a une éducation à avoir. Déjà, il faut que les gestionnaires soient eux-mêmes déjà sensibilisés, formés et éduqués à tout ça. Est-ce que du coup, c'est aussi un peu à charge à nous, en tant que gestionnaires, d'éduquer aussi nos propriétaires, non? On va être co-responsable de tout ce qui se passe. Donc, on a aussi quand même quelque part cette responsabilité d'un peu éduquer nos propriétaires par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce point-là? Alors effectivement, en termes de responsabilité, elle est un peu partout. Ça veut dire qu'elle est aussi bien au niveau des plateformes où il n'y a pas de réelle vérification de ce qui est mis en ligne. Ça va être également celle du propriétaire qui, il faut s'enlever ce cliché de je me lève un matin, je fais un ménage, je vais le mettre en ligne, c'est bon. Voilà, c'est pas simple, c'est pas c'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain de mettre en ligne un meublé de tourisme. Et effectivement, c'est une sensibilisation des gestionnaires, mais également des collectivités qui, elles aussi, ont leur responsabilité à ce niveau-là. Donc, la responsabilité en soi est partagée, mais effectivement, c'est un sujet sur lequel il faut sensibiliser. Si le gestionnaire est sensibilisé, il va pouvoir sensibiliser son propriétaire derrière, d'autant plus depuis la loi Le Meur où il est responsable à part égale. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui, alors j'ai une bonne idée de ta réponse, mais est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'à défaut d'être formé, je vais parler des conciergeries sans carte G là pour le coup, et puis même on peut parler des gestionnaires, à défaut d'être formé, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui justement il n'y a pas un trou dans la raquette justement en termes de formation et d'information sur le sujet auprès de ces populations? Ah, clairement. En fait, ce qui est assez, on va dire, choquant, c'est que à partir du moment où vous accueillez 16 personnes, que ce soit ces bébés, enfants, adultes compris, à partir du moment où vous êtes à 16 et au-delà, là, vous êtes en ERP. Même s'il y a des versions un peu plus simplifiées entre 16 et 20, vous êtes en ERP, vous avez une commission de sécurité qui doit passer, vous avez des vérifications et un cahier des charges très strict. En dessous,
En fait, vous passez la frontière, on va dire que c'est un peu... L'image que je mets, c'est un peu le nuage de Tchernobyl, qui se serait arrêté à la frontière allemande et qui n'aurait pas passé la frontière. C'est un peu ça, en fait. C'est que l'incendie, le risque incendie, pour eux, il s'arrête il commence à partir de 16 personnes et en dessous, il n'y a pas de risque incendie, il n'y a pas de risque de chute, il n'y a pas de risque de noyade, d'intoxication. Voilà. Donc, effectivement, j'aime bien utiliser cet exemple du nuage de Tchernobyl. On nous a dit effectivement qu'il s'est arrêté à la frontière. Mais en fait, là, c'est un peu la même chose. La frontière de l'ERP, les risques ne s'arrêtent pas à juste un chiffre dans une loi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, il y a une certaine complexité en fait aussi dans les logements de meublés de tourisme par les équipements qui peuvent être présents. Tout à l'heure, tu parlais de piscine, par exemple, c'est assez quelque chose qui est assez courant, mais on voit bien qu'il y a des risques, importants. Alors les gens sont un peu plus aujourd'hui éveillés par rapport à ça, mais voilà, il y a tout un tas de risques. On parlait des escaliers, enfin, il y a effectivement le risque électrique. Enfin, il y a tout un tas de risques qui sont présents. Où les gens les gestionnaires et les propriétaires ne sont pas nécessairement très alertes et ce risque il est présent qu'on soit 20 ou qu'on soit 2 quoi. Donc, exactement. Dès le premier voyageur, en fait, le risque existe étant donné qu'il y a une part humaine. L'idée, c'est d'éliminer tous les risques sur lesquels le propriétaire et le gestionnaire peut avoir une maîtrise. Et ensuite, on parle de piscine, on oublie aussi des fois les jacuzzis, mais c'est vrai qu'à l'intérieur des catégories, il y a des sous-catégories. Donc, par exemple, votre piscine, la détermination de votre piscine ne sera pas la même si elle est uniquement dédiée à votre logement de meublé de tourisme ou si elle est, par exemple, dédiée à vous en tant que propriétaire et vos voyageurs, ou par exemple accessible à 2 logements ou plus. Donc c'est vrai qu'il y a des sous-catégories qui sont des fois un peu floues et trouver l'information est très compliqué. Nous, pour monter le questionnaire, on a mis plus d'1 an après avec des spécialistes des différents domaines pour réussir à trouver tous les points et tous les éléments. Et malheureusement, et je le reconnais, je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on a loupées, on va s'en rendre compte au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça a été un travail très complexe. Et on a même fait une sous-catégorie qui s'appelle Children Safe, où là, on a un questionnaire qui est vraiment dédié à la petite enfance. Moi, notamment, le premier point qui m'a toujours choquée, c'est dans nos logements, on met à disposition des voyageurs des lits bébés. On a 2 types de lits bébés. On va avoir dans les logements assez spacieux, un lit bébé en bois fixe où il y a effectivement un vrai matelas dedans. Ça, c'est permis quand le logement est assez spacieux et que même si on laisse le lit bébé dans le logement, ça ne perturbe pas le voyageur. Dans des logements un peu plus petits, on va privilégier le lit bébé par appui. Une fois sur 2, et je n'exagère pas, j'ai un message des voyageurs qui m'appellent, qui m'écrivent pour me dire « je ne trouve pas le matelas du lit bébé ». À ce moment-là, la réponse, je la connais, le matelas, il est là. Le matelas du lit bébé, ça va être le matelas qui va entourer le lit bébé parapluie quand il est plié. Mais le voyageur, lui, s'attend à avoir un matelas en mousse supplémentaire. Beaucoup de propriétaires et beaucoup de gestionnaires font cette erreur de mettre ce matelas supplémentaire à disposition. Et là, c'est une des erreurs les plus faciles à éviter, dans le sens où il est strictement interdit de rajouter un matelas sur ces lits bébés parapluies. On est sur des lits qui sont souples. Donc, si vous mettez un matelas, le risque, c'est qu'en fait, le bébé, en bougeant, va glisser et va se retrouver en fait entre le matelas que vous aurez rajouté et celui homologué par le fabricant. Et malheureusement, chaque année, il y a des enfants qui décèdent de cette manière-là. C'est un décès sincèrement mais stupide, mais qui arrive juste pour un simple petit matelas rajouté. Donc ce n'est pas parce qu'on veut aller à l'économie, ce n'est pas parce qu'on veut enquiquiner le voyageur, c'est simplement pour sa sécurité. Effectivement, le lit bébé parapluie est un peu moins confortable qu'un lit bébé normal. Après, il ne passe pas toutes ses nuits dedans. Le nombre d'enfants qui dorment dans
Dans les landaux, ça ne les perturbe pas non plus, mais effectivement, l'ajout d'un matelas en plus de celui homologué par le fabricant est une pratique très répandue et part d'une bonne intention à la base dans les meublés de tourisme. Ouais. Mais en tout cas, je suis impressionné, en tout cas, si tu veux, parce que là, en y réfléchissant, on se rend compte qu'il y a énormément de cas. Franchement, le travail de fourmi que tu as dû faire pour recenser un peu tout ça et mettre tout en forme, parce qu'après, il faut, j'imagine, c'est un peu tout ça sous une forme un peu de tableau regroupé, etc. Ça a dû être un boulot colossal. Enfin, je trouve ça assez incroyable, justement, à tel point que je me demande si, tu vois, d'ailleurs, il faudrait comparer, mais est-ce qu'on est au final pas aussi proche qu'une réglementation d'un hôtel, finalement, tellement ça devient complexe parce que dans l'hôtel, tout est entre guillemets standardisé, ce qui n'est pas le cas Alors, dans nos logements. en fait, ce qui va faire la différence, c'est que dans l'hôtel, vous allez avoir des blocs incendie qui vont en fait envoyer une alerte notamment à la réception ou au gardien qui, lui, va pouvoir aller, par exemple, se déplacer. Vous avez certains établissements qui ont des sprinklers aussi. Donc, effectivement, il y a des éléments comme ça. On ne va pas pouvoir mettre un gardien par logement pour surveiller tous les logements et tout le risque incendie. Voilà. Mais effectivement, l'idée, c'est sur cette pratique qui est un peu différente. Un hôtel, c'est très standardisé, comme tu le disais. Donc, c'est vrai que mettre en place des normes, c'est très facile. Sur un meublé de tourisme, chaque logement est différent. On va aller généralement du studio aux grands appartements en passant par une villa, un chalet. Il y en a qui ont du gaz, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des cheminées, il y en a qui n'en ont pas. Donc, c'est difficile de faire quelque chose d'aussi simple que pour les hôtels finalement. Donc, l'idée, c'est d'essayer de couvrir tous les risques potentiels pour maximiser la connaissance et les outils pour les professionnels. Mais comme dit, voilà, le risque zéro n'existe pas, tout en s'adaptant à cette pratique qui, chaque logement est différent, chaque logement a ses propres caractéristiques, donc en essayant d'avoir quelque chose qui soit quand même assez flexible pour s'adapter à chacun. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, je pense qu'on comprend mieux du coup de quoi il s'agit. Est-ce que tu aurais des exemples un peu concrets donc tu parlais du DBB tout à l'heure, mais est-ce que tu as des exemples un peu concrets de choses qui sont effectivement, qui se sont malheureusement produites, qui ont, j'espère, peut-être une incidence peut-être sur la réglementation, sur les comportements. Est-ce que tu as des exemples justement en tête que tu pourrais nous partager? Alors, moi, dans l'agence dans laquelle je travaille, parce que du coup, je suis consultante pour SecureScore, donc au quotidien, je travaille pour une agence qui gère uniquement du meublé de tourisme, qui ne fait pas d'immobilier classique. Effectivement, en faisant passer le SecureScore à nos logements, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait un logement où il y avait de l'amiante en dégradation. Donc ça, en fait, si on n'avait pas fait passer le SecureScore, on n'aurait pas eu l'information, on ne l'avait pas avant ce moment-là. Et effectivement, c'est un logement dans lequel on a demandé au propriétaire de faire un certain nombre de travaux de manière à isoler cette amiante et qu'elle ne soit plus un risque pour les voyageurs. En fait, je donne souvent cet exemple de l'amiante dans le sens où c'est un exemple qui montre quelque chose qui est invisible. Quand vous êtes gestionnaire, vous allez dans un logement, vous voyez des fils dénudés, vous voyez un tableau électrique hors d'âge. Là, vous vous dites tout de suite, il y a un risque, effectivement. On y pense. Ou des multiprises sur multiprises, on voit le risque. Les risques invisibles, ça va être justement l'amiante, le plomb, ça va être les rambardes de sécurité, comme je disais en début de conversation, où effectivement, si on n'a pas la facture, c'est difficile, même si des fois on peut voir que c'est un peu suspect. Mais voilà, ça va être de bien penser à vérifier tout ce qui est entretien des chaudières, l'entretien des cheminées. Là, quand je dis récemment, au mois de mai, on a eu un mois de mai un peu particulier cette année avec des chaudières qui ont dû être allumées, rééteintes parce qu'il y a eu une fluctuation en termes de température. Et malheureusement, il y a eu 7 personnes qui ont été intoxiquées dans un logement mi-mai au monoxyde de carbone à cause d'un défaut d'une chaudière. Fort heureusement, il n'y a pas eu de décès, mais ça peut aller de façon très,
très grave rapidement, pour pouvoir se donner une idée aussi des risques du monoxyde de carbone. Ok, c'est une intoxication, ça peut être pris en charge, mais je pense que le public français et francophone va reconnaître la grande cantatrice qui a perdu sa voix suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Elle a fait des cours après, elle est devenue prof, mais du coup, ça a mis fin à sa carrière, par exemple. Donc, ça peut aller très loin, ça peut aller de la simple hospitalisation à effectivement une fin de carrière qui, là, si ça arrive dans un meublé de tourisme, en cas de procès, peut aller très loin en termes de coûts et d'assurance. Et si vous êtes en défaut, là, l'assurance, elle va se dédouaner, elle va dire, vous êtes en défaut d'entretien, vous êtes responsable, je ne vous couvrirai pas. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que ça m'amène à cette partie-là, justement, sur la partie, je dirais, un peu curative du souci, c'est-à-dire, maintenant, effectivement, il y a eu un souci, il y a eu un dommage corporel. Comment les assurances vont intervenir? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les assurances qui sont souscrites, alors chacun souscrit des assurances différentes, mais les gestionnaires ont des assurances, est-ce que ces assurances, finalement, couvrent aussi suffisamment bien le sujet? Ou est-ce qu'au contraire, il y a aussi du travail à faire là-dessus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une assurance, que ce soit donc celle du propriétaire, celle du gestionnaire, dans tous les cas, elles vont essayer de chercher à qui revient la faute. C'est un peu comme quand vous avez un accident de voiture, qui est le fautif, pour savoir, entre guillemets, qui doit payer. Les assurances, leur but, c'est de sortir le moins d'argent possible. Donc, soyez honnêtes, hein, je ne dénigre pas du tout le secteur, heureusement qu'ils sont là. On est très content de les avoir quand on a un dégât des eaux, par exemple, ou autre. Mais effectivement, le but chez eux, c'est de savoir qui est responsable. Et quand elles arrivent à prouver qu'il y a eu manquement, alors après, selon le contrat, vous pouvez être couvert, mais après, derrière, vous avez un malus qui est très important où elles peuvent résilier le contrat. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, les assurances vont chercher à qui est la faute et en fonction, effectivement, essayer de se dédouaner pour payer le moins possible dans tous les cas. Ça permet aussi de rappeler aux propriétaires que la caution n'est pas suffisante et que AirCover de Airbnb n'est pas suffisant. Ça ne remplacera jamais une assurance et que toutes les assurances ne se valent pas. C'est vrai que généralement, on recommande la propriétaire non occupant pour des logements meublés de tourisme. Ça, c'est jusqu'au jour où vous ayez un pépin. Tout simple, hein, une fuite d'eau, vous avez des travaux à faire, même si la fuite, elle vient du voisin d'au-dessus et que en fait, vous subissez simplement les conséquences et que vous n'êtes pas le fautif, à ce moment-là, vous vous rendez compte que dans les petites clauses, il n'y a pas la petite ligne magique de perte d'exploitation. Ça, c'est la petite ligne qui généralement est oublié. Et il faut se dire en fait que l'incident il peut avoir lieu chez le voisin parce que vous avez régulièrement des immeubles ou des maisons où vous avez plusieurs meublés de tourisme avec plusieurs propriétaires. Mais si la personne au-dessus de vous, par exemple, a un début d'incendie et que ça met en péril la structure de l'immeuble, vous ne pouvez plus exploiter, même si vous avez bien fait les choses. Et si vous n'avez pas cette clause de perte d'exploitation, alors là, sincèrement, vous pleurez. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est vrai que la perte d'exploitation, on a l'impression que c'est un truc qui est, pour le coup, qui est un peu dédié aux professionnels, etc. Et le cas de Tucy, je pense qu'il est assez marquant, quoi. C'est que on voit bien qu'à partir du moment où on en fait, je ne vais pas dire qu'on en fait un business, et encore, c'est pas un gros mot que de dire ça. On doit se professionnaliser, on doit se couvrir. Effectivement, la perte d'exploitation, même pour le propriétaire, c'est quelque chose qui devrait être effectivement pris en compte. Et quand tu parles de ce cas-là, c'est un excellent cas où il faudrait qu'il soit sensibilisé, quoi. Effectivement, on a vécu un cas en Alsace, à Colmar, où il y a eu un incendie en centre-ville de Colmar. Donc, tout le monde a l'image des maisons à colombage collées les unes aux autres. Alors, ce n'est pas du tout un cliché, c'est vraiment la réalité. Vous avez du coup l'immeuble en rez-de-chaussée qui a pris feu. C'est une personne qui louait à l'année,
Ça a impacté du coup les 2 meublés de tourisme au-dessus. Fort heureusement, les locataires ont pu être évacués, mais bon, les 2 gîtes meublés n'étaient pas exploitables et la mairie a dû les reloger. Mais les gîtes voisins, vu qu'on est sur des séparations en bois avec le colombage, avant d'avoir l'avis de la sécurité, ont dû également évacuer leurs locataires. Donc, Ouais, même si en ouais, soi, il n'y a pas eu de dégâts matériels chez les voisins immédiats, ils ont quand même été évacués au moment de l'incendie et les 2 au-dessus étaient inexploitables. Et à ce moment-là, effectivement, si vous n'avez pas de perte d'exploitation, vous y êtes de votre poche, quoi. ouais, ouais, clairement, clairement. Ouais, donc ok, en termes d'assurance, donc perte d'exploitation, c'est un sujet à sensibiliser de plus en plus. Et puis l'assurance actuelle qui est en place pour les gestionnaires comme pour les propriétaires, s'assurer qu'elle couvre bien justement tous ces cas de dommages corporels, parce que je pense que c'est le dommage corporel qui est surtout Alors, dramatique. il y a aussi des propriétaires qui oublient la responsabilité civile. D'accord. Okay. Ça également, c'est un élément. Les professionnels ont tous ce qu'on appelle une RC Pro, donc une responsabilité civile professionnelle. Mais c'est vrai que le propriétaire de meublés de tourisme va oublier aussi cette responsabilité civile qui peut le couvrir dans certains cas. Donc, c'est vraiment important de regarder dans la globalité, un peu comme quand vous prenez une assurance pour vos enfants à l'école, on vous demande de fournir un certificat d'assurance. Ben là, c'est un peu la même chose. Vous assurez votre enfant pour le risque qu'il va pouvoir causer, mais également le risque qu'il va pouvoir subir. Et le meublé de tourisme est un de vos enfants et il faut l'assurer complètement pour qu'il soit en sécurité. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et une question que je me pose, donc là on est, comme je disais, un peu dans le curatif, on est au côté assurance. Maintenant, si on est un peu plus dans le préventif, et je vais venir ensuite sur Secure Score, un peu plus dans le préventif, est-ce que pour le gestionnaire, le fait d'aller noter dans le contrat un certain nombre de clauses qui, entre guillemets, le déchargerait de ça, est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est valide? Alors, les décharges, à partir du moment où elles vont à l'encontre, entre guillemets, d'une norme, n'ont aucune valeur. Je vais donner l'exemple d'une piscine, c'est l'exemple le plus commun où on a des facilités à faire des décharges. Ça va être de dire, voilà, j'ai mis en place un système de protection qui ne va pas obligatoirement respecter les différentes normes NF. Ça veut dire que dans la loi, pour une piscine, que ce soit chez vous à titre personnel, que ce soit dans votre copropriété ou que ce soit dans votre meublé de tourisme, les normes sont les mêmes. Vous avez à chaque fois une norme NF qui correspond pour la bâche, une norme NF pour l'abri, une norme NF pour les barrières. Donc, vraiment, c'est écrit. Si votre produit ne respecte pas cette norme spécifique, même si vous faites signer une décharge, cette décharge n'a aucune valeur dans le sens où ça ne respecterait pas la norme. Donc, si par exemple, on va partir sur une rambarde de mezzanine ou de balcon, vous mettez dans votre contrat une décharge parce que vous savez qu'elle n'est pas aux normes, la décharge n'a aucune valeur parce qu'en fait, c'est la norme qui va prendre le dessus. Donc, vous ne pouvez pas vous décharger sur le propriétaire de dire que il lui appartient de faire l'entretien de chaudière. S'il ne le fait pas, vous avez signé une décharge. La loi dit entretien de chaudière annuel pour les chaudières gaz, fuel et 2 ramonages par an pour les cheminées. C'est sur ça qu'ils vont se baser. La décharge, dans ces cas-là, n'aura aucune valeur. Ouais, ok. Ouais, je voulais justement qu'on éclaircisse ce point parce que du coup, on peut des fois croire qu'en effet, dans le contrat, ça y est, tout est écrit et donc du coup, ça y est, la messe est dite et il ne peut rien se passer. Non, on peut être quand même responsable parce que la norme est plus forte que le contrat. D'accord. Exactement. Ok, très bien, très bien. Et alors du coup, si je viens sur Secure Score, du coup, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça apporte justement pour les gestionnaires ou pour les propriétaires? Alors, je vais être franche, pour l'instant, on est sur un lancement. On a une startup qui a moins de 2 ans. Donc, pour l'instant, effectivement, on n'est pas reconnu par les plateformes parce qu'on est quelque chose à échelle locale. Pour eux, la France, c'est local. On serait un label au niveau monde, ça serait un peu différent. Ce n'est pas le cas. On va y aller étape par étape, soyons honnêtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, l'auto-évaluation
dans un premier temps, va vous permettre de faire un premier diagnostic, de savoir comment vous positionnez, où sont les points faibles de la sécurité du logement. Donc là, déjà, ça va vous permettre de vous donner une idée. Pour un gestionnaire, ça peut aussi lui permettre de faire du tri de façon factuelle dans les contrats qui pourraient rentrer. En disant, voilà, vous faites l'auto-évaluation, vous avez une note DE, voilà où sont les points négatifs. Si vous ne faites pas ces travaux, je ne prends pas votre logement. Mais au moins, vous avez quelque chose de concret. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et effectivement, après, derrière, la version certifiée va vous permettre à vous de vous garantir le résultat. Et on espère à terme, après une sensibilisation des voyageurs, d'avoir une plus-value pour le logement. Pour l'instant, je ne vais pas faire de fausses promesses. On est en lancement, comme beaucoup de produits. Il faut laisser le temps au temps. Mais effectivement, l'auto-évaluation est un bon diagnostic pour positionner vos logements, voir les risques et effectivement pouvoir faire le point avec le propriétaire sur les travaux à faire avec quelque chose de concret à lui présenter et pas juste une lubie de mon gestionnaire s'est levé ce matin et se dit rien ne va dans mon logement. Non, il y a vraiment quelque chose de concret derrière avec des arguments. Ok, ça marche. Et alors, du coup, cet autodiagnostic, donc, on a bien compris que pour l'instant, il n'a pas une valeur juridique et officielle, entre guillemets. Par contre, il est appuyé quand même sur les normes, etc. Du coup, ça veut dire que si je tombe sur un propriétaire avec qui je fais ce diagnostic, parce que, admettons que ce soit devenu la norme dans mon fonctionnement, et que je détecte, grâce à ce diagnostic, un certain nombre d'anomalies, quel levier on aurait auprès de ce propriétaire pour dire voilà, bon, il y a un certain nombre de travaux nécessaires. Sinon, en gros, on peut juste pas prendre le logement. C'est un peu ça l'incidence et puis finalement la démarche de SecureScore. Enfin, tu vois, concrètement, c'est ça que ça va bien. Concrètement, effectivement, l'auto-évaluation va vous permettre de diagnostiquer le parc et les nouveaux rentrants et d'appuyer en fait votre choix ou vos préconisations auprès du propriétaire. Effectivement, quand vous allez lui dire, écoutez, plutôt qu'une cafetière filtre, mettez une cafetière Nespresso, c'est plus populaire. Oui, ça paraît logique au propriétaire. Lui dire de remettre aux normes son installation électrique. Si vous n'avez pas un argument concret derrière, il ne va pas obligatoirement se dire est-ce que l'investissement vaut le coup ou pas. Donc là, l'idée, effectivement, c'est d'expliquer au propriétaire, voilà les risques qui ont été détectés dans votre logement. Sachez que juridiquement, vous pourriez être pénalement et civilement poursuivi s'il y a un incident. Moi, en tant que gestionnaire, je ne souhaite pas prendre votre logement dans l'état parce que je suis aussi responsable en cas d'incident. Voilà les travaux préconisés. Est-ce que vous souhaitez les faire, oui ou non? Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il faut qu'on sorte un petit peu de cette volonté de vouloir rentrer absolument des logements. En fait, on est dans une profession où chacun a un fonctionnement un peu différent. Il faut aussi se dire que les logements qu'on a dans son parc, c'est notre image de marque. Ta conciergerie, sa vitrine, ça va être les logements que tu vas avoir sur Airbnb, sur Booking. Les propriétaires, ça va être généralement, même si certains font de la publicité, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille en disant, écoute, moi, je fais gérer mon logement chez un tel ou, écoute, ma cousine, elle est très satisfaite de sa conciergerie ou de son agence immobilière, je te la recommande. Donc, si vous avez la réputation de rentrer des logements qui sont pas tip-top, qui ont des failles, c'est aussi votre comment dire ça va être tout le business, tout l'avenir en fait de la société qui peut être remis en question parce que le jour où il va arriver quelque chose, surtout actuellement avec la surmédiatisation des meublés de tourisme, c'est la conciergerie, l'agence immobilière qui va être pointée du doigt, qui va être citée dans les journaux. Si vous tapez meublé de tourisme et que vous mettez actualité, vous allez trouver, chacun va trouver en fait
des incidents qu'il y a eu plus ou moins graves dans des meublés de tourisme. Il y a la localité, ils ne sont pas très loin de mettre le nom du propriétaire dans les articles. Donc voilà, c'est une réflexion globale sur le positionnement de l'entreprise et sur les risques qu'on est prêt à faire prendre à son entreprise. Et je pense que la loi Le Meur, qui est sortie à l'automne, a aussi fait basculer le marché avec cette obligation maintenant de responsabilisation des gestionnaires. C'est pour ça que je préfère qu'on utilise le terme gestionnaire dans le sens où je pense que tu en parleras à part, mais de la partie carte G, on a des conciergeries qui font vraiment le travail classique, ça va être arrivée, départ, ménage et linge. Donc effectivement, quand vous faites arrivée, départ, ménage, linge, et que vous faites que ça, vous ne pouvez pas être responsable. Effectivement, on ne va pas dire à la femme de ménage, vous êtes responsable du fait que le logement ne soit pas aux normes. Non, son travail, c'est de laver le linge, d'éventuellement remettre les clés ou les récupérer et de nettoyer le logement, la maison entre les locations. Par contre, la personne qui va vraiment faire de la gestion, donc gérer les annonces, répondre aux voyageurs, qui va promouvoir sur les réseaux, sur son site, qui va gérer les fonds, gérer les tarifs, donc vraiment de la gestion pure, effectivement, là, cette personne est responsable. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme de gestionnaire, parce qu'effectivement, certains utilisent le mot conciergerie avec une carte G, d'autres utilisent uniquement le terme agence immobilière parce qu'ils ont la carte G. Donc maintenant, la dénomination précise n'est pas, il n'y a pas de définition propre. Donc le gestionnaire est responsable. Et effectivement, vous êtes une conciergerie, mais vous gérez uniquement les départs, le ménage, vous ne serez pas responsable, effectivement. Après, rien ne vous empêche, vous, de sensibiliser aussi le propriétaire en disant écoutez, lors de mon ménage, j'ai remarqué certaines choses où le voyageur m'a fait remonter certaines informations. Donc, effectivement, ça peut aussi être important quand le propriétaire est loin et ne va pas sur place, de sensibiliser les équipes qui sont au quotidien dans le logement sur par exemple, quelque chose de tout simple, hein, mais les détecteurs de fumée, les détecteurs de monoxyde de carbone peuvent disparaître de façon volontaire ou non. Généralement, après Noël, vous avez une chance sur deux de ne plus avoir de pile dedans parce qu'au moment des cadeaux, on a oublié la pile non inclus dans le cadeau et du coup, c'est celle du détecteur de fumée ou de la télécommande qui va passer dedans. La télécommande, vous le verrez vite, la télé ne marche pas, la télécommande, on remet des piles, le détecteur de fumée. Il n'y a pas beaucoup de gestionnaires ou de propriétaires qui vont grimper pour aller voir s'il n'est pas périmé, par exemple, parce que beaucoup ont des dates de péremption. Oui, tout à fait. Tout à fait ouais. Ça montre bien, si tu veux, je pense, dans tout ce que tu dis là, il y a une marche de professionnalisation à grimper, là, que ce soit pour les gestionnaires ou les gestionnaires déjà dans un premier temps, et après une sensibilisation auprès des propriétaires, mais elle passera par les gestionnaires, en fait. J'ai du mal à le dire autrement. Bien sûr. Alors, je pense que ceux qui t'écoutent ne doivent pas le prendre négativement. Professionnalisation ne veut pas dire perte de contact avec le voyageur et perte de personnalité, personnalisation. Quand on dit professionnalisation, c'est vraiment dans les actions, dans la manière de faire. Donc, le fait de respecter les normes sanitaires, les normes de sécurité, par exemple, tout le monde ne nettoie pas de la même manière les draps, tout le monde ne nettoie pas de la même manière les logements. Vous avez encore des professionnels, des propriétaires qui vous disent, vous faites le ménage en partant et quand vous arrivez, en fait, personne n'est passé entre-temps, c'est la personne d'avant qui a fait le ménage. Il y a des petites choses comme ça, effectivement. Le Covid est passé par là, donc effectivement, ça a permis à certains d'être un peu plus sensibles en termes d'hygiène sur les nettoyages, mais je pense qu'effectivement, le côté professionnalisation ne doit pas être pris de manière négative, ça ne perdra pas la personnalité des biens et le fait de s'occuper soi-même de son logement n'empêche pas d'avoir un œil professionnel et des gestes de professionnels.
Oui, tout à fait. Alors, je profite pour faire un petit peu cette parenthèse-là, mais c'est vrai que dans ce talk show, moi, je milite beaucoup pour la professionnalisation de nos activités, et c'est dans le sens où tu le dis, c'est-à-dire que c'est pas un gros mot, c'est des contraintes. Oui, 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 c'est des contraintes, parce que être professionnel, ça veut dire être formé de manière continue, mettre en place et respecter les règles. Donc oui, c'est des contraintes. Par contre, c'est aussi un gain, et c'est l'objet qui sera l'objet d'une question justement ensuite. Ça peut être aussi un gain, comme tu le disais, sur la qualité du parc qu'on gère, un gain sur aussi peut-être moins perdre de temps dans des logements, parce que s'il y a des logements où il y a des risques électriques partout, parce qu'il y a des prises qui s'en vont du mur, évidemment, quand c'est pas le cas, on va aussi beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Enfin, il y a je pense qu'il y a plein d'avantages aussi à ça. Et puis, ça permet aussi enfin, moi, je le prends comme un truc positif, de faire un peu de ménage aussi parmi les prestataires qui justement ne respectaient pas les règles et ne jouent pas le jeu. Donc, oui, ça va monter en gamme. Comme le nombre de biens sur Airbnb est monté en gamme, eh bien, la professionnalisation des gestionnaires, elle va augmenter et ça va monter en gamme, donc ça va faire un tri un peu naturel. Et moi, je milite clairement pour ça dans ce podcast, et d'où ta présence aujourd'hui, justement, pour nous parler d'un sujet sur lequel on est, à mon sens, pas formé. Et c'est du coup super intéressant, effectivement, d'avoir accès à des produits comme SecureScore. Une question peut-être plus liée à la durée, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire un autodiagnostic qui est proposé. C'est plutôt ponctuel, ce diagnostic. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour, je dirais, un peu plus dans la durée, un petit peu plus dans la maintenance, ou est-ce que cet autodiagnostic, tu recommanderais de le faire, je ne sais pas, une fois par an, une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans? Alors, l'autodiagnostic, effectivement, nous, on a mis une validité d'1 an, 1 an et demi en fonction de quand est-ce qu'il est fait. Je n'oblige personne à le refaire chaque année parce qu'effectivement, mais idéalement, oui, effectivement, tous les 3 à 5 ans, c'est idéal de le refaire. Il ne faut pas oublier que nos logements y vivent et notre auto-évaluation va vivre aussi parce qu'en fonction des incidents qui ont lieu, que ce soit dans le secteur du meublé de tourisme, mais également dans l'habitation classique, les recommandations, les normes vont évoluer. Donc, l'idée, c'est aussi que le questionnaire évolue avec des questions qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, d'autres qui vont changer de formulation ou de critères. Donc, voilà, tous les ans, c'est très bien, mais ça peut être très lourd. Effectivement, tous les 3 à 5 ans, c'est idéal. Et comme tu le disais, effectivement, c'est important de former et d'informer. Et c'est également du temps. Le temps, c'est quelque chose qui est primordial dans notre métier. Et effectivement, quand tu gères un logement, mettons, qui a des problèmes électriques, tu appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois le propriétaire. Tu lui demandes de faire des travaux, il valide pas les travaux, tu ne peux pas non plus avancer des fonds de façon illimitée pour tous les propriétaires. Est-ce que toi, tu veux continuer à travailler avec un propriétaire qui, lui, derrière, ne veut pas s'investir dans son projet? Parce qu'on est effectivement... alors aujourd'hui, ça va peut-être être la prise, mais demain, qu'est-ce qui se passe si la machine à laver tombe en panne? Est-ce qu'il sera derrière réactif? Donc, c'est vrai que l'auto-évaluation, effectivement, ça permet de jauger tes logements, ça va permettre de jauger aussi tes propriétaires. Un propriétaire qui, avant une mise en gestion, est très réticent à faire des travaux, des améliorations, tu sais que ce propriétaire derrière, et c'est effectivement, c'est mes 8 ans d'expérience en gestion meublée, va être réticent effectivement à remplacer les éléments, moderniser, améliorer son logement. Parce qu'effectivement, quand on visite un logement, certains sont très beaux, sont très bien. Ce qui est des fois très intelligent de faire, c'est d'aller passer une nuit, vivre 24-48 heures dans un logement. Ça peut paraître un peu bizarre, mais dans les hôtels, généralement, c'est ce qu'ils font quand ils ont des nouvelles personnes qui intègrent les équipes, notamment sur les hôtels haut de gamme. Ils offrent généralement une nuit d'hôtel et ça permet effectivement de mieux maîtriser le bien, mais ça va effectivement permettre de voir les petites failles. Dans les petites failles, ça va être par exemple le manque d'accroche pour les serviettes dans les salles de bain, ou effectivement des prises qui sont mal placées, ou un équipement qui peut manquer. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et si effectivement sur la sécurité, le propriétaire n'est pas prêt à s'investir, ça pose effectivement des questions sur la gestion du logement sur le long terme. Est-ce que le propriétaire va
va suivre parce qu'effectivement, on a des équipements qui vont s'user plus ou moins vite. Les grippins, par exemple, les bouilloires sont des équipements qu'il faut changer plus régulièrement qu'on peut l'avoir chez soi. Et après, voilà, il y a des murs qu'il faut repeindre un peu plus parce qu'il y a des coups de valise, de sac à dos qu'on n'aurait peut-être pas à la maison parce qu'on est un peu plus soigneux. Il y a effectivement voilà, des choses qui peuvent se casser et les cautions ne suivent pas toujours derrière, donc le propriétaire est un peu de sa poche. Mais soyons honnêtes, voilà, on doit tous remettre des couverts, des verres, des assiettes dans les logements au fur et à mesure de l'année. Est-ce qu'on va faire une prise sur caution pour un verre cassé? Généralement, c'est non. Mais par contre, effectivement, il y a des propriétaires qui sont un peu réticents à dire « Ah non, je ne vois pas pourquoi je paierais. » Oui, enfin, les 6 verres à vin, parce que la plupart d'entre nous achètent quand même les verres chez Ikea, autant il faut avoir une bonne literie, fabrication française, c'est très bien. Autant la vaisselle, on ne va pas mettre du Villeroy et Bosch. Du Ikea, ça va très bien. 3 € les 6 verres à vin, on ne va pas chipoter non plus. Mais ça permet de jauger les propriétaires et de jauger la relation qu'on va avoir avec le propriétaire. Bon, je suis désolée, on déborde un petit peu, mais pour les gestionnaires qui nous écoutent, c'est important parce qu'effectivement, si avant même le début de la relation, vous allez perdre du temps avec des propriétaires qui freinent des cas de fer, qui ne se remettent pas en question, c'est du temps que vous allez perdre après vous dans la gestion au quotidien qui vont faire baisser vos notes, qui vont faire baisser votre image de marque et qui vont vous prendre de l'énergie inutilement. Effectivement, on est au service des voyageurs, on est sur des métiers en quasiment 7 sur 7, on n'est pas loin du 24 heures sur 24. Si on peut s'alléger, on essaie de s'alléger avec des guides d'arrivée numérique, des coffres à clés électroniques pour essayer voilà, d'alléger effectivement notre quotidien et de fluidifier la relation voyageur et son séjour. Si derrière, c'est pour que le propriétaire nous mette des bâtons dans les roues à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, changer une couette, un oreiller, est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Est-ce que finalement, ces inconvénients, on en a envie? Voilà, ça sort un petit peu de la sécurité, mais ça peut donner une bonne idée du propriétaire, de qui on a affaire derrière. Et je pense que c'est une grosse problématique qu'on a dans notre secteur, dans le sens où vous êtes dans un hôtel, vous êtes dans un restaurant, vous avez votre client. Votre client, ça va être la personne qui va venir prendre sa nuit d'hôtel, qui va venir manger son repas. En tant que gestionnaire, on est dans un milieu où en fait on a 2 clients. On va avoir le voyageur d'un côté et le propriétaire de l'autre. Et on doit essayer de satisfaire les deux en essayant de garder un équilibre de manière à ce que les deux soient satisfaits. Si d'un côté on en a un qui ne nous suit pas et qui n'a pas envie de s'investir dans la relation, de l'autre côté ça va pencher vers le bas et ça va aussi être compliqué pour nous. Donc, je pense que c'est un point important à prendre en compte. Voilà, un propriétaire qui n'est pas prêt à payer chaque année l'entretien de sa chaudière, dites-vous que le jour où la machine à laver tombe en panne, il ne la remplacera pas. Ouais. Et c'est vous qui gérerez derrière avec les voyageurs qui vont râler en disant « j'ai réservé un logement avec machine à laver, je n'ai pas ma machine à laver » ou on a des propriétaires qui ne payent pas leur facture d'Internet et puis vous vous retrouvez un jour avec un voyageur qui vous dit « j'ai pas d'Internet, ok, vous avez peut-être un message d'erreur sur la box, oui, facture non payée ». Puis là, vous dites « bon, c'est pas cool, quoi », mais c'est vous qui allez devoir gérer derrière. Oui, tout à fait. Non, mais je te rejoins à 100% là-dessus. Tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'image de marque aussi, tu vois, du gestionnaire. C'est une vraie entreprise, justement, et ça, c'est peut-être justement des choses qui sont en train de changer petit à petit. C'est que pour moi, un gestionnaire, c'est une vraie entreprise avec une vraie marque qui doit être valorisée. Et pour ça, ça passe aussi par des bons partenariats avec les propriétaires, quoi. Donc, si on a des propriétaires, comme tu dis, qui ne s'investissent pas, en fait, ils nuisent à notre marque. Et donc, on n'a aucun intérêt à avoir ça dans notre parc. Je fais juste une petite parenthèse, mais du coup, l'auto-évaluation chez Secure Score, elle coûte 18 €. Alors, effectivement, ça demande, je pense, 20 minutes, une demi-heure pour la faire. Mais si votre propriétaire n'est pas prêt à investir, entre guillemets, au début de votre collaboration, c'est 18 €, ça va vous donner une idée pour la suite. Voilà. Ok, je suis là pour promouvoir mon produit, mais le but de nous, c'était pas d'avoir un prix qui soit un frein. On préfère que les propriétaires investissent derrière pour la sécurité réelle, factuelle, concrète des voyageurs, plutôt que de mettre 150 € dans une auto-évaluation. Donc, l'auto-évaluation, c'est 18 €. Un propriétaire qui n'est pas prêt à faire un audit pour 18 €,
dites-vous que quand vous allez devoir lui facturer une intervention en tarif nuit parce que lui aura été négligent, il ne va pas vouloir vous la payer. Concrètement, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer derrière. Et l'erreur que font effectivement les gestionnaires, mais c'est aussi l'erreur que font les propriétaires, c'est que beaucoup oublient de faire une étude de la cible. Ça veut dire que quand vous allez rentrer un appartement, généralement, le propriétaire l'a déjà aménagé. Et la question qui ne s'est pas posée, c'est quelle cible va avoir ce logement. Donc, effectivement, c'est compliqué d'arriver après coup, une fois que tout est aménagé, de dire au propriétaire, attention, vous êtes trompé sur la cible. Mais des fois aussi, nous, en tant que gestionnaire, on peut se tromper sur la cible en voulant voir trop grand. On va peut-être intégrer les logements et finalement, après coup, on va se rendre compte qu'ils sont trop loin. Ils ne correspondent pas à nos capacités et nos connaissances de gestion. Donc, c'est vrai, dans les deux sens, c'est important, effectivement, comme tu le disais, de se structurer, de faire sa réflexion en disant, OK, quelles sont mes capacités ? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et concrètement, comment je veux y aller? Des fois, il ne faut pas vouloir aller trop vite. On est dans un secteur où on marche par palier. Il faut prendre le temps pour passer d'un palier à l'autre, parce qu'effectivement, si on va trop vite au palier suivant, on peut chuter. Et dans l'identification de sa cible de logement et de sa cible de propriétaire, Secure Score peut être un élément effectivement qui peut vous aider, en plus d'avoir un parc sécurisé, à faire un petit check de l'état d'esprit du propriétaire. Ouais, tout à fait. Voilà, c'était pas la base de notre projet, mais effectivement, on s'est rendu compte que généralement, les propriétaires qui sont prêts à le faire, généralement, et qui sont prêts à faire les travaux derrière, sont des propriétaires qui sont assez ouverts. Les propriétaires qui ne veulent pas le faire, pour ceux que nous, on a proposé à des propriétaires qui étaient déjà en gestion, ceux qui n'ont pas voulu le faire, c'est ceux qui étaient déjà cramponnés à leur poche pour ne pas sortir un centime le reste de l'année. Donc, effectivement, je pense que ça te fera aussi des beaux sujets de talk show sur comment faire en fait son client type et cerner aussi bien la cible propriétaire que la cible voyageur de chaque logement, parce qu'effectivement il y a des logements qui vont être faits et en fait finalement leur situation c'était peut-être pas intéressant de faire un 3 chambres dans ce secteur-là où il manque un vrai espace de travail, il va manquer quelque chose d'adapté aux enfants. Voilà, c'est vrai qu'on oublie les hôtels, en fait, quand ils s'ouvrent, ils vont faire une étude de marché en regardant quelle est l'offre, quelle est la demande, et ils vont se dire, OK, par exemple, à côté de Disneyland, ils vont plutôt, si on regarde les hôtels, la majorité des hôtels sont construits comme des... Je ne parle pas des hôtels Disney, hein, je parle des hôtels de manière hors les Disney, sont quand même construits sur cette image de l'hôtel américain avec 2 lits doubles. Parce qu'en fait, leur cible, ça va être le client Disneyland qui va venir en famille avec 1 ou 2 enfants. Donc, ils vont faire des chambres familiales. Vous êtes à côté d'un parc des expositions, par exemple, d'un parc des congrès. Là, on va être sur plutôt du studio ou sinon des grands appartements, mais avec plusieurs salles de bain. Parce que ça va effectivement être une équipe d'une entreprise qui va venir, mais chacun voudra avoir sa salle de bain parce qu'on ne partage pas trop sa salle de bain. L'erreur aussi, par exemple, que font beaucoup, c'est que quand on regarde les logements, on a plein de lits doubles. Les gens adorent mettre des lits doubles. Sauf que finalement, il vaut mieux avoir 2 lits simples qui, en cas de demande, peuvent devenir un lit double et qui sont beaucoup plus flexibles. Finalement, effectivement, si on est sur des villes où on va avoir du tourisme, mais aussi bien familial qu'entre amis, où effectivement, d'avoir 2 lits simples, c'est super pratique parce que vous pouvez avoir 2 amis qui peuvent dormir dans la même chambre, mais qui ne veulent pas obligatoirement dormir dans le même lit. Et si vous recevez des couples, vous pouvez toujours le transformer avec un lit double, avec un petit surmatelas et le tour est joué. Donc, effectivement, c'est vrai que cette vision globale du métier est souvent oubliée parce qu'en fait, quand le logement arrive chez nous, le propriétaire a déjà acheté ses lits, le propriétaire a déjà fait sa déco et il va faire généralement comment lui, il aime et pas obligatoirement
selon les besoins du secteur. Et effectivement, c'est compliqué d'arriver après, une fois qu'il a tout repeint, et de lui dire « votre installation électrique est à refaire ». Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est des vrais cas de toute façon qui arrivent, qui vont arriver. Et on sera effectivement de plus en plus éveillé à ça. Et ça veut aussi dire que les conciergeries, en tout cas les gestionnaires, doivent aussi s'impliquer, ou en tout cas être le plus en amont possible, en tout cas, sur les projets. Bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo du jour, mais en tout cas, en effet, je suis d'accord avec toi, on doit aussi être en action en amont des projets pour justement travailler la cible, etc. Donc, ça tombe bien qu'on parle d'expérience client, de cible. Ça sera l'objet d'un talk show qui est déjà prévu avec une spécialiste de l'expérience client. Donc, c'est un sujet qu'on va balayer en long, en large et en travers. Du coup, peut-être si je regarde un petit peu plus vers l'avenir maintenant par rapport à ce que tu proposes, parce que on l'a dit, il y a encore une marche à faire, mais du coup, comment tu vois un petit peu l'avenir de ces critères de sécurité? Tu penses que l'idée, c'est de l'imposer dans les plateformes, qu'il y ait ce critère qui soit imposé et que ce soit quelque chose de nécessaire, un peu comme un DPE qui soit rempli et qu'on met dans la plateforme pour valider le fait qu'on ouvre notre bien? Comment tu vois un petit peu la suite des choses? Alors moi, sincèrement, en tant qu'à la base professionnelle du meublé de tourisme, j'espère que la profession, alors c'est pas parce que c'est mon projet, enfin c'est mon projet, c'est pas parce que je suis consultante pour SecureScore et que je crois en ce projet que je dis ça, mais j'espère que la profession va se saisir de la question et porter cette importance de la sécurité, parce que la plus grosse crainte qu'il y a, c'est de se dire que l'UMI, donc le syndicat des hôteliers restaurateurs, qui a un très fort lobbyisme, se saisissent de la problématique, parce qu'une fois qu'ils ont fait passer la loi Le Meur, maintenant, quand vous regardez, que ce soit des discours de maire ou de l'UMI, c'est de dire nous, on doit ouvrir, on a des conditions de sécurité, chez les meublés de tourisme, il n'y a rien. Donc, c'est vrai que si la profession s'unit et avance sur la question pour proposer des solutions, et effectivement, SecureScore est une des solutions. Je ne dis pas qu'on est la solution miracle. De toute façon, c'est en travaillant ensemble qu'on avance et qu'on peut améliorer la chose. Mais effectivement, moi, ma plus grande crainte, c'est de me dire que si la profession ne prend pas les devants, ça va être l'UMI qui va arriver. Et en fait, eux vont arriver avec leur regard d'hôtelier restaurateur très contraint, et ils vont vouloir imposer quelque chose d'équivalent et qui ne sera pas adapté. Donc l'idée voilà, de SecureScore, c'est aussi de dire à la profession, il existe quelque chose, avançons ensemble, prouvons en fait aux hôteliers, aux restaurateurs, qu'on a envie d'avancer, on a envie de se professionnaliser, comme tu le disais. Comment dire ça, Élise, au salon de J'affiche complet, le disait également aussi en donnant l'exemple des radios libres. C'est important, effectivement, qu'une majorité des acteurs de la profession montrent le bon exemple, travaillent ensemble et avancent ensemble pour essayer de contrer cette guerre anti-Airbnb qui a lieu actuellement. Et effectivement, l'idéal, ça serait que le secteur mette en place des solutions et réponde aux problématiques de l'hôtellerie-restauration avec des éléments concrets avant que ce soit eux qui nous les imposent. Parce qu'effectivement, si le lobbyisme qui est très fort et qui a un très fort pouvoir d'investissement de l'hôtellerie-restauration se saisit de la problématique, au lieu d'avoir, entre guillemets, un SecureScore qui a été construit à partir d'une expertise en meublé de tourisme et des experts en termes de sécurité incendie, électricité, gaz et autres, on va se retrouver avec en fait un duplicata, un copier-coller des normes hôtelières et qui seront impossibles à mettre en place. Ouais, tout à fait. Alors, et en plus, tu vois, je pense que ça, c'est une des versions, un des scénarios. Et je pense que le scénario catastrophe, ça serait qu'effectivement, suite à un incendie, ou en tout cas à un incident grave dans un meublé de tourisme, alors en plus, il y en a déjà eu, mais suite à un incident grave, ce soit le gouvernement directement qui saisit du truc et qui, là, va imposer des règles. Et on le sait, malheureusement, alors désolé, je suis jamais grand fan de tout ça, mais on le sait, ça va être des règles qui sont complètement hors sol qui vont être mises en place. Et ça, c'est le pire. Je suis d'accord, on risque de subir effectivement les changements. Et au travers de ce podcast aussi, je veux qu'on se réunisse pour ne pas subir les changements, les anticiper
et accompagner ces changements pour pouvoir travailler en effet avec les autres acteurs qui sont autour de nous et pour qui finalement on travaille dans la même direction. Hein. Nous aussi, on est dans l'accueil, dans l'hospitalité. On n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait des touristes qui ont peur de venir dans nos logements ou dans les hôtels. Alors, du coup, avec mon travail chez Cotoon, j'ai la chance de rencontrer régulièrement des confrères. J'aime bien utiliser ce terme de confrères et pas de concurrents. Effectivement, on est sur potentiellement le même secteur géographique, mais on ne fait pas obligatoirement la même chose, dans le sens où chacun, comme je disais, chacun a son identité, chacun a sa cible. Moi, ça m'est déjà effectivement arrivé de recommander un confrère à un client en lui disant, voilà, moi, je ne suis pas en capacité de répondre à votre besoin. Par contre, je peux vous recommander et inversement. Donc, je pense que c'est important d'avancer ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin et de se serrer les coudes et de se dire que oui, effectivement, on est dans un secteur où en plein boom, il y a tous les jours des entreprises qui s'ouvrent, mais il y en a aussi tous les jours qui se ferment. Donc, effectivement, je pense que les points à retenir qui sont importants, c'est information, formation et cohésion, parce que si on ne s'unit pas et si on n'avance pas ensemble, on n'y arrivera pas, parce qu'en face de nous, effectivement, on a des structures qui sont structurées depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui ont des fonds importants, qui ont des réseaux importants. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est ce on m'a toujours expliqué, c'est qu'un maire, un député aura toujours un repas de famille à faire, un mariage, une communion ou autre. Je m'excuse auprès des autres religions que je ne cite pas, mais voilà, il y aura toujours un moment où il aura besoin d'un restaurateur, d'un traiteur, d'un hôtel, et c'est beaucoup plus facile du coup d'avoir de l'influence que nous, petits entre guillemets bébés tourisme, on a des petits propriétaires individuels, quelques gestionnaires plus ou moins gros, mais qui n'ont pas le même poids, que ce soit au niveau local qu'au niveau national. Et effectivement, devant nous, on a un bulldozer. Le bulldozer, il avance. Et depuis le début de l'année, vu que leur objectif numéro 1, c'était la loi Le Meur, ils l'ont eu. Là, si on regarde les communications, c'est la sécurité et la TVA. C'est leurs deux problématiques. Laquelle ils vont faire passer en premier, je ne sais pas, mais ils investissent des fonds à ce niveau-là pour influencer les députés, les ministères. Donc, effectivement, moi, en tout cas, c'est la crainte que j'ai, c'est qu'un jour, en fait, Secure-Score, en fait, soit dépassé par ce lobbyisme. Et je le souhaite malheureusement pas. La profession pourrait y être au quotidien dedans si on devait avoir les normes qu'on a dans les hôtels, mais tous nos logements fermeront parce que la majorité sont quand même en copropriété. Un logement dans une maison individuelle, vous pouvez remettre facilement aux normes adaptées. Un logement en copropriété, mais c'est techniquement pas possible en fait. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est un excellent message et voilà, on est en phase sur le sujet et voilà, anticipons justement ces sujets-là. Alors justement, un petit peu concrètement, quel conseil tu donnerais là aujourd'hui à un gestionnaire qui voudrait justement vérifier l'état de ses logements et travailler avec son propriétaire pour mettre tout ça en conformité? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, l'étape numéro 1, déjà, c'est de faire tous les diagnostics. Donc, électricité, gaz, plomb, amiante. En soi, le DPE est obligatoire, mais le DPE, c'est de l'écologie. Dans tous les cas, on n'a pas la main mise dessus. On peut aller jusqu'à bien isoler un logement, c'est super. Éventuellement, rénover les radiateurs ou autres. Mais si le voyageur veut mettre le chauffage à 35, il mettra le chauffage à 35. S'il veut lancer sa clim et qu'il fasse 19 degrés dans son appartement, on n'a pas la main dessus et le DPE ne servira pas à grand-chose, entre guillemets. Donc, en soi, ce n'est pas l'élément primordial. Donc, effectivement, déjà, faire les diagnostics et une fois qu'on a les diagnostics, se lancer dans l'auto-évaluation. Comme si une fois qu'on a tous les documents, ça prend, allez, pour les premiers, une demi-heure. Si c'est le gestionnaire qui le fait, à la fin, il aura le rythme et il y arrivera un peu plus facilement. En 20 minutes, il le fera, sachant que, en fonction des installations, il y a plus ou moins de questions et ça permet de savoir où est-ce qu'on va et comment on y va
et avancer ensemble sur de bonnes bases. Comme dit, l'auto-évaluation, ça va être un audit. Le but, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en soi. Effectivement, si nous, le but, c'est d'avoir la réalité, d'avoir une image à l'instant T du logement. Donc, OK, on peut avoir un diagnostic D, on peut avoir un diagnostic E. Le but, en fait, c'est derrière de mettre en place les actions nécessaires. Donc, c'est pas parce que le diagnostic le résultat de l'auto-évaluation va être C, D ou E que le logement va être mauvais. Ça va dépendre aussi de l'action du propriétaire derrière, parce que certaines choses peuvent faire perdre beaucoup de points, mais une fois qu'elles sont faites, on remonte vite dans les notes, quoi. Ouais. Et après, ça va être aussi un travail au quotidien au niveau du logement. C'est vrai que, voilà, comme je le disais, les détecteurs de fumée, les détecteurs de monoxyde de carbone, vérifier l'état des prises, l'état du matériel. La plupart, en fait, des incendies, en fait, ont un départ électrique. Donc, ça va être des multiprises sur multiprises, ça va être des appareils défectueux, ça va être une installation électrique qui n'est pas aux normes. Donc, voilà, ça peut être quelque chose au quotidien qui peut être fait de façon, par exemple, mensuelle, lors de contrôle, se faire une petite checklist et faire un roulement sur ce qu'on surveille et pas juste vérifier la propreté. Puis après, effectivement, il y a les éléments un peu plus annuels. Ça va être l'entretien de la chaudière gaz, fuel, les ramonages. Ça va être aussi, comment dire, comment on peut dire ça, de vérifier aussi comment vieillit le logement. Parce que ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte, c'est qu'un logement en meublé de tourisme va vieillir plus vite qu'un logement en résidence principale ou en location. Donc, voilà, ça, c'est des petites choses à vérifier après au quotidien, et chacun a sa part d'action là-dedans. Ok. Donc, donc, si je résume un petit peu ton conseil, c'est autodiagnostic, travailler un peu de concert avec le propriétaire, et puis, en effet, l'autodiagnostic, moi, je vois plutôt à faire par le gestionnaire. Alors, diagnostic, auto-évaluation par le gestionnaire, bilan avec le propriétaire, et en fonction du bilan, voir où est-ce que chacun se dirige. Parce que, voilà, comme dit, c'est une mise aux normes du logement. Enfin, non, même pas une mise aux normes parce qu'il n'y a pas de normes, mais une limitation des risques d'incidents dans le logement, et un bon aussi audit de la future relation avec le propriétaire. Ok, très bien, c'est entendu. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de ce talk, c'est la partie du quiz. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent, donc le quiz, ça va être une série de questions assez courtes à laquelle tu pourras faire une réponse aussi assez courte. L'idée, c'est qu'on puisse enchaîner un petit peu les questions. On va commencer par un vrai ou faux pour ces premières questions, et puis après, on passera sur les questions finales du quiz. Est-ce que tu es prête pour cette partie? Let's go. Allez. Alors, on a déjà un petit peu répondu, mais on va voir aussi si les gens qui nous suivent ont tout bien enregistré. Un détecteur de fumée est suffisant pour être aux normes? Légalement, la seule obligation, oui, elle est le détecteur de fumée. Ok. Mais on a vu qu'avec Secure Score, tu vas aller beaucoup plus loin. Mais en effet. Ouais. Exactement. D'accord. Un logement non conforme pourrait faire sauter l'assurance du propriétaire? Alors, oui. Alors, ça va être soit une augmentation du malus, une non prise en charge des remboursements, et effectivement, ça peut aller jusqu'à la résiliation. Ok. Tous les logements qui sont, alors on va dire récents, on va dire ça comme ça, tous les logements récents qui ont été construits récemment sont forcément conformes? Non, également, parce que du coup, il y a de l'autoconstruction aussi. Il y a malheureusement aussi des entrepreneurs qui ne sont pas tous très précis dans ce qu'ils font, et vont le faire aussi de façon plus ou moins professionnelle. On revient au même problème que dans notre secteur. Donc, effectivement, tout n'est pas obligatoirement safe, même si c'est une construction récente. Ok. Alors, la sécurité, c'est une question de bon sens, il n'y a pas besoin d'experts. Alors,
C'est un domaine qui est tellement vaste que même moi, en tant que consultant chez SecureScore, je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Il m'arrive encore de me retourner auprès d'experts de domaines spécifiques. Ça veut dire que pour un problème incendie, je ne vais pas me poser la question au même spécialiste que pour un problème gaz ou qu'un problème électrique. Ouais, tout à fait. Mais Oui, ça commence par du beau sens. Oui, 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 complètement, complètement. Ouais, c'est une question de, c'est un cheminement en fait. Ouais. Exactement. Un label reconnu sur le sujet pourrait faire monter le prix de la location. Alors, monter le prix d'allocation, on n'a pas de preuve réelle que ça marchera. Par contre, effectivement, une fois que le label sera réellement reconnu, notamment par les plateformes, ça va permettre de se démarquer. Donc, d'inciter les voyageurs à choisir ce logement-là plutôt qu'un autre. L'exemple parfait, c'est ce que je disais au début, SecureScore, c'est le Nutri-Score de la sécurité dans les meublés de tourisme. Effectivement, plus de 80% des produits en magasin sont avec un Nutri-Score, alors que c'est même pas obligatoire. Le Nutri-Score n'est pas du tout obligatoire. Mais effectivement, vous avez plus de 50% des personnes qui vont aller vers un Nutri-Score A ou B s'ils ont le choix par rapport à un autre produit. Donc, l'idée, c'est de faire la même chose avec les sécurités des meublés de tourisme. Oui, ouais. Et les voyageurs s'attendent à ce que tout soit déjà aux normes. Exactement. Plus de 70% des voyageurs pensent qu'en réservant sur une plateforme, le logement qu'ils réservent est sécurisé complètement. Ouais. Et une conciergerie, on en a un petit peu parlé, pourrait être tenue pour responsable en cas de défaut électrique. Alors, on est toujours sur le même problème. Le gestionnaire peut être tenu responsable. La conciergerie qui va faire du ménage, de la remise de clés et du nettoyage de linge ne le sera pas. Ouais, okay. C'est vraiment une question d'activité, de l'activité effective. Effectivement. Mais effectivement, si on découvre que la conciergerie sans carte G marche sur les plates-bandes par rapport à la loi Hoguet d'une carte G, les risques pénaux vont plus loin que juste le problème incendie. Ça va être aussi une requalification de travail sans carte G. Donc, il faut faire très attention. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, peut-être quand même une bonne nouvelle, les incendies en location courte durée sont très rares. En fait, les statistiques n'existent pas vraiment dans le sens où, mis à part s'il y a un drame, effectivement, ça va faire la une des journaux comme à Winsenheim où il y a eu 11 morts. Mais sinon, c'est classé en incendie d'habitation. Ils ne font pas la part des choses, donc les statistiques ne sont pas précis et dans ce niveau-là, quoi. Ouais, ok, ouais, je comprends. Alors, des questions sur lesquelles tu peux répondre un tout petit peu plus longuement s'il y a besoin, mais en général, ça va assez vite. Donc là, c'est plus du vrai ou faux, mais tu peux répondre un peu plus longuement. Booking ou Airbnb? Alors là, ça sera plutôt mon côté personne qui travaille dans une agence de gestion de meublés de tourisme. Personnellement, je suis plutôt Booking. Airbnb sera toujours du côté du voyageur. La réponse sera différente en fonction de l'agent que vous avez et le suivi est très compliqué. Pour l'avoir vécu en AirCover, alors, on va revenir à SecureScore. C'est l'enfant d'un voyageur qui a joué sur un canapé avec une bougie, qui a fait tomber la bougie et qui a fait fondre le canapé. Fort heureusement, ce n'est pas allé plus loin, mais il y avait un gros trou dans la mousse du canapé. Il y avait une arrivée juste derrière, il a fallu changer le canapé. Donc là, l'argent a été sorti pour changer le canapé. AirCover, après plus de 3 mois de bataille avec des relances hebdomadaires, voire bi-hebdomadaires, a daigné faire un geste en remboursant ce que eux jugeaient de la partie du canapé qui était endommagée. Ouais, voilà. Ouais. Donc plutôt Booking pour toi. Alors. Plutôt Booking. Est-ce que tu aurais un livre, une ressource ou un mentor qui t'a inspiré dans ton parcours? Alors, moi, c'est vrai que la plupart, en fait, de mes ressources sont des ressources en hôtellerie, dans le sens où j'utilise encore beaucoup les documents qui me sont fournis. Dans ma partie plus gestion des voyageurs,
donc la partie administrative. Alors ça va être local, mais rapprochez-vous de vos agences départementales ou régionales du tourisme. Ils sortent assez régulièrement des statistiques. Ça va vous permettre de vous positionner, voir, se dire est-ce que le ralentissement il est que chez moi, est-ce qu'il est chez les autres, vous positionner sur l'évolution de votre clientèle, affaires, business, famille, sur les nationalités. Donc je pense qu'en ressources en ligne, c'est très important d'avoir cette veille sur tout ce qui est données départementales, régionales, qui pour la plupart font un boulot extraordinaire en sortant là notamment sur les ponts, mais un débrief après chaque pont. Moi je l'ai vu en tout cas sur le Grand Est, ils l'ont fait. Après chaque pont, on avait un débrief sur le pont qui est passé, mais sur les ponts à venir avec les projections de taux d'occupation, de type de clientèle, de nationalité. Donc c'est vrai que c'est un vrai atout. Ouais, super intéressant. Quelle est ta potion magique pour réussir dans le métier, ce qui te renforce au quotidien? Moi, pareil, toujours le côté hospitalité, c'est la satisfaction voyageur. J'ai la chance d'avoir des clients fidèles qui reviennent régulièrement, et j'ai aussi la chance même si, soyons honnêtes, j'ai des clients qui sont horribles, ça m'a déjà arrivé de pleurer parce que tellement ils ont été méchants. Mais à côté de ça, il y a des petites choses. La semaine dernière, on a des clients indiens qui nous ont laissé un petit cadeau en partant dans l'appartement. On est un gestionnaire, donc on peut se dire c'est impersonnel et pas du tout. Je pense que l'élément qui m'a le plus marqué, on a eu un doudou oublié. Donc une petite fille, 3-4 ans, doudou oublié, mail des parents en panique. Donc on allait faire le tour des sacs de linge pour retrouver Doudou. On a retrouvé Doudou, sauf qu'ils habitaient en Autriche. Donc Doudou n'allait pas arriver tout de suite. J'ai pris Doudou, j'ai fait 20 mètres. Je suis allée au bout de ma rue, au milieu des fleurs. J'ai pris Doudou en photo. J'ai pris Doudou en photo sur mon bureau. J'ai envoyé les 2 photos avec le mail en disant « Nous avons retrouvé Doudou. Doudou a décidé de prolonger ses vacances à Colmar. Il fait un peu de tourisme et me tient compagnie au bureau. Promis, on le nourrit bien avant son voyage pour la maison. Le colis est bien arrivé. Les parents m'ont renvoyé un petit colis avec des chocolats pour me remercier en me disant qu'en fait, leur fille, qui n'était pas capable de dormir sans son doudou, grâce aux photos, a dormi malgré tout parce qu'elle savait que Doudou allait arriver. Et en fait, c'est l'histoire du doudou. Ça m'a pris, soyons honnêtes, 5 minutes de faire cette histoire de doudou. 2 photos, c'est sur la plateforme, j'ai rien imprimé, il n'y a rien en termes de coût réel. Et en fait, cette petite fille garde ce souvenir mémorable de doudou qui a continué ses vacances, alors que ça aurait pu effectivement être un moment tragique. Je pense que les parents qui nous regardent connaissent le risque de perdre le doudou. Ouais, tout à fait. Tout à fait. J'ai 3 enfants, bon, maintenant ils sont plus grands, mais voilà, on a tous vécu ce truc-là. Cette hantise. Voilà, alors ça peut donner une idée à certains, mais effectivement, voilà, c'est ce genre de petites choses, de petits éléments qui n'ont pas obligatoirement un coût derrière, dans le sens où c'est 2 photos, un email. Je suis vraiment allée au bout de la rue du bureau, donc je n'ai pas eu de déplacement réel. Qui, effectivement, on peut se dire le fameux wow effect qu'on nous vend en hôtellerie, qu'on nous recommande, qu'on nous forme en hôtellerie haut de gamme, le wow effect n'est pas obligatoirement quelque chose qui a une valeur monétaire importante. Ça va être de réussir à cibler le petit élément qui va faire la différence. Un petit mot, alors moi je l'ai vécu notamment au moment de Noël, j'aime bien laisser des petits mots dans les appartements où je vois qu'il y a des enfants en bas âge, en disant promis, on a bien prévenu le Père Noël que vous séjourniez chez nous, il n'y a pas de cheminée, mais on va lui laisser une clé pour accéder au logement. Et en fait, vous retrouvez avec des commentaires très positifs derrière, avec un coût qui est d'une boîte de 10 cartes à action de Noël qui a dû me coûter 3 € et le temps d'écrire le message. Mais effectivement, c'est ce petit wow effect qui va faire la différence, et la satisfaction client, je pense que c'est notre moteur à tous. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Du coup, maintenant, l'inverse, c'est quelle est ta kryptonite qui t'affaiblit, justement? La panne Internet. La panne de réseau et d'Internet. C'est l'élément qu'on maîtrise le moins, mais qui peut tout mettre en péril. Se retrouver le matin au bureau et se rendre compte que notre ligne téléphonique est HS, qu'on n'a pas Internet, pas de ligne téléphonique,
alors là, on est fichu. Alors, effectivement, avec le temps, on apprend, hein, on sait transférer la ligne sur un portable pour contourner la coupure, on sait aller télétravailler à un autre endroit. Mais effectivement, une fois que dans notre métier, une fois qu'il n'y a plus de téléphone, plus d'Internet, c'est fini. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est sûr. Ça marche. Et pour toi, qu'est-ce que c'est que le sens de l'hospitalité? C'est à partir d'un produit qui est, entre guillemets, standard, j'ai un appartement de base, réussir à faire sentir à chaque voyageur qu'il est unique et qu'il va passer un moment unique dans notre logement. Ouais, excellent. Et donc, on passe à la dernière question, la question rituelle dans ce talk show. Qu'est-ce que pour toi une conciergerie de rêve? Alors, en règle avec la législation et la loi Hoguet. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule, mais c'est notre fer de lance. Je pense qu'on utilise le mot conciergerie à tort et à travers, et c'est très dommage parce qu'effectivement, on a créé un métier de gestionnaire de meublés de tourisme. C'est un métier très spécifique, comme on disait, hybride entre l'hôtellerie et l'immobilier. Si on veut faire les choses pleinement, on doit avoir une carte G qui est spécifique à la gestion locative, qui n'est pas obligatoirement adaptée à notre métier, soyons honnêtes. Hein. Mais effectivement, le fait d'avoir une carte G déjà offre plus de capacité de gestion. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui, en utilisant le mot conciergerie, se permettent de faire des actions qui sont réglementées par la loi Hoguet et soumises à cette carte G. Idéalement, moi personnellement, c'est mon avis personnel, mais je pense que je ne suis pas la seule à le penser, ça serait d'avoir une carte C qui soit un juste milieu entre rien du tout et cette carte G qui peut être très complexe en gestion quotidienne et très lourde. Et je peux comprendre que tout le monde n'ait pas les capacités de se lancer dans ce projet. Ok, merci, ça sera le mot de la fin. Merci Marie d'avoir joué le jeu dans tout ce talk show. Ça a été un plaisir de t'avoir reçu et d'avoir du coup découvert Secure Score et finalement, je dirais de manière plus large, une facette un peu oubliée de nos métiers. Et tu nous permets aussi justement de remettre un petit peu en avant ce sujet-là sur lequel, en tant que gestionnaire, on devient de plus en plus responsable, co-responsable en tout cas. Donc merci à toi d'avoir répondu aux questions. Pour tous ceux qui nous suivent, évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire en dessous aussi si vous avez des questions à poser à Marie. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo où on parlera d'autres sujets de professionnalisation de nos activités. Merci Marie. Merci pour l'invitation et effectivement, je reste disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. On avance ensemble et votre question va pouvoir également, je pense, aider d'autres professionnels. Donc, on est à votre disposition. Merci à toi. Donc, j'ai oublié de préciser qu'on mettra tous les liens sous la vidéo pour justement retrouver Secure Score et puis tout ce dont on a parlé dans ce talk show. Ça sera juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir. Pour plus de détails, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.